c'est tellement faux que je suis de mauvaise foi. Parce que quand on regarde le nombre d'heures travaillées par salarié et qu'on compare ça, je me permets de vous le dire, ça ne veut rien dire. Parce que c'est quoi le modèle? Ceux qui travaillent le plus sont les plus gros bosseurs? Non, c'est ceux qui ont les moins bonnes machines. La productivité, le nombre d'heures de travail, c'est en rien un signal d'une réussite ou d'une performance économique. Ceux qui travaillent le plus en Europe, c'est les Roumains en nombre d'heures. Après, c'est les Grecs. Alors, imitons le modèle roumain pendant qu'on y est. Bien sûr que non. Et là, on revient sur les vieilles bases du progrès, c'est que la machine soulage la peine pour l'être humain, à condition que la richesse que produit la machine soit correctement répartie. Sinon, la machine, au lieu d'être un instrument de progrès, devient un instrument de mort sociale. Bon. Mais en tout cas, ce n'est pas vrai que les Portugais, les Grecs et les Italiens partent à la retraite plus vite que les Allemands. C'est le contraire. Ils partent plus tard. Et ceux qui partent le plus tard, c'est les Grecs. Pas de bol, hein. Et ceux qui travaillent le plus, c'est les Portugais, avec la productivité qui est supérieure à celle des travailleurs allemands. Je dis les Portugais parce que c'est toujours les têtes à claque, d'habitude du Club Med, de ceux qui ne savent rien faire. Donc moi je réagis en donnant des faits qui sont destinés à faire réfléchir. Après, évidemment que mon bouquin fonctionne comme une alerte, les amis. On n'est pas simplement dans une discussion abstraite sur la valeur comparée de telle ou telle manière d'organiser la société. Le modèle allemand, c'est-à-dire, pour faire la phrase au complet, le modèle des conservateurs et des capitalistes allemands s'exprimant à travers le parti majoritaire du CSU et Madame Merkel. Faites bref, M. Mélenchon, en quelques mots, eh bien, ce modèle est dangereux pour l'Europe. D'abord, il est dangereux parce qu'il est intransportable. Il correspond à un type de société. Pourquoi les choses se passent-elles comme ça? On va voir après l'habillage. Il y a une mécanique, une raison d'être interne à cette société. Ceux qui dirigent l'Allemagne, c'est une certaine catégorie de la population qui va voter. En France, c'est pareil. Il y a un institut du PS qui proposait qu'on s'en tienne à ceux qui vont voter. En disant, les abstentionnistes, les milieux populaires, de toute façon, ils sont ingrats, on les laisse tomber, ça ne nous intéresse pas. C'est la fondation Terra Nova qui a proposé ça. Donc, en Allemagne, ceux qui ont été les bénéficiaires de la période d'expansion, la période du baby-boom. Quand Schröder a détruit le système de retraite par répartition, il a laissé un système avec des retraites par répartition extrêmement faibles. La classe moyenne supérieure, ceux qui gagnaient bien leur vie, qu'ils soient contremaîtres, ouvriers hautement spécialisés ou ingénieurs, etc., est passé sur les régimes par capitalisation. Je ne vous fais pas l'injure de décrire à cette salle la différence qu'il y a entre les deux. Mais quand vous dépendez pour votre retraite du régime par capitalisation, vous n'avez pas du tout les mêmes réactions que ceux qui dépendent d'un régime par répartition. Quand vous êtes par répartition, vous avez intérêt à ce qu'il y ait un maximum de gens qui bossent. Si possible, qu'ils aient de bons salaires, parce qu'ils vont mettre de bonnes cotisations, qui vont profiter à ceux qui sont à la retraite au moment où ils sont à la retraite. C'est pas pour rien qu'on a défendu le système de répartition. C'est pas seulement parce qu'il est plus stable et plus raisonnable et moins coûteux que le système par capitalisation, c'est parce qu'il induit un mode de relation entre les gens. Le système par capitalisation, c'est l'inverse. Il faut à tout prix que les boîtes dégagent le plus possible de profit pour le donner en dividende, pour que ça vous vienne dans votre pension, ça ne tombe pas du ciel. Donc, si vous préférez les dividendes, vous préférez à quoi? On ne peut pas tout faire en même temps. Les dividendes plutôt que les bons salaires. Les dividendes plutôt que l'impôt, qui sert à payer les équipements en collectif. D'où deux conséquences, les salaires tassés et bloqués, les investissements et les impôts évidemment bloqués ou à la baisse, et donc les investissements en très mauvais état. L'Allemagne est un pays en très mauvais état pour ses investissements publics, routes et ainsi de suite. J'ai sauté tout à l'heure, vous direz, sur les crèches et les équipements collectifs d'accueil de la petite enfance. Bon, ça a un rapport avec la population, mais la racine de tout ça, c'est qu'il n'y a pas d'argent pour le faire, parce que l'argent est occupé à autre chose. Et vous avez donc une catégorie de la population qui a intérêt à des hauts niveaux de dividendes, de profit, et à un euro très fort. Parce qu'avec l'euro très fort, vous achetez à des prix plus bas des marchandises importées. Et quand cette population tend tendanciellement à être majoritaire dans la société, c'est elle qui décide. Mais ce modèle-là, à supposer que ce soit ça un modèle de vie pour les Allemands, ce que ça n'est pas, car je vous rappelle pour la troisième fois qu'il y a 13 millions de pauvres chez eux. En tout cas, chez nous, c'est absolument mortel de faire ça. Parce que nous sommes une population en expansion. Je ne sais pas combien de temps ça durera, mais nous aussi, on est en train de fermer les crèches, les structures d'accueil, de concentrer, de faire des mégapoles, etc. Mais pour l'instant, la tendance, ça reste celle-là, à une population qui rajeunit.
Et cette population qui rajeunit, mécaniquement, là aussi, il n'y a pas besoin d'être un grand sociologue pour le comprendre, ben, il lui faut des équipements collectifs. Il faut des postes de travail, il faut des équipements collectifs, il faut du partage pour arriver à accueillir les générations qui arrivent en nombre croissant. Donc il faut beaucoup de renouveau. Et puis comme nous sommes confrontés à la crise écologique, il faut du renouveau des machines, des process de production, pour que tout ça soit conforme à la règle verte, parce qu'un jour ou l'autre, il faudra y venir. Donc vous voyez bien que si on transpose le modèle allemand, qui, un, ne fonctionne pas en tant que modèle de vie sociale décente, deux, qu'on l'applique à un pays qui a des besoins exactement inverses, vous voyez forcément ce que ça va produire. Et bien ça le produit, c'est-à-dire des tensions sociales d'une violence extraordinaire, que le système amortit en désignant comme ennemi l'autre, l'étranger, et en ethnicisant tous les conflits sociaux. C'est-à-dire c'est l'ethnicisation qui occupe le premier plan de la querelle publique. Ce n'est plus la répartition, ce n'est plus la politique publique. Le problème, c'est l'islam. Voilà. Alors, suivant les pays, ça dépend. Ici, c'est l'islam. Si vous montez un peu plus haut, c'est les Roumains. Chez les Roumains, c'est les Hongrois. Chez les Hongrois, c'est les Roumains, etc., etc., etc. Cette violence, vous pourrez dire, bon, après tout, ça pourrait s'amortir si les gens étaient raisonnables. Non, non, quoi, ça serait. Car cette méthode politique a un point d'appui au départ. Ils ont essayé à un endroit. Ça s'est passé au moment de la réunification. Et on ne s'en est pas occupé, nous tous. On a dit, bon, c'est une histoire d'Allemands, ils s'arrangent entre eux. Bon, on a toussé quand ils ont dit qu'un marque de l'Est valait un marque de l'Ouest, parce que c'était pas vrai, et que tout le monde savait que ça déclencherait une inflation terrifiante, de mettre une masse pareille de monnaie en circulation, sans contrepartie matérielle. Et comme il y aurait de l'inflation, et bien comme la structure de la population allemande était déjà scalée, il fallait garantir la stabilité de la monnaie, donc ils ont monté les taux d'intérêt de la Banque centrale allemande, parce que l'inflation commençait à être 4, 5. Hein. La meilleure inflation, si vous avez acheté votre maison, c'est 10. En 10 ans, la dette est réglée. Bon, bref, ça c'est un truc pour les petits. Parce qu'ils vous disent tout le temps que l'inflation, ça fait surtout pâtir les petits. Oui, oui, mais il y a aussi il y a du bon là-dedans. Bref, tous les pays d'Europe ont dû suivre la Banque centrale allemande. Puisqu'elle a augmenté ses taux d'intérêt, il fallait suivre, parce que sinon, ce sont les réserves de la France qui seraient parties. Donc nous, on s'est retrouvés à élever les taux d'intérêt, à ralentir le cycle économique, uniquement parce qu'on suivait quelque chose qui avait été décidé en Allemagne, avec déjà un exercice de monnaie unique qui vient directement enfoncer la logique économique, qui est le décalage de productivité et d'organisation du travail entre les deux morceaux, qu'évidemment l'Allemagne de l'Est est instantanément tombée à genoux. Alors il y en a que ça rajoute. Oui, ben c'est le communisme. Non, ça n'a rien à voir avec le communisme, mes chers amis. Le niveau d'organisation et d'équipement de l'Allemagne de l'Est, vous le mettriez dans certains pays aujourd'hui, ça ne ferait d'eux des pays riches. C'est pas le sujet. C'est comment le circuit commercial a été fait. Et là, les dirigeants capitalistes allemands ont découvert quelque chose à quoi ils n'espéraient pas eux-mêmes accéder. Ils ont fait un groupe qui s'appelle Treuhand, et puis ils se sont retrouvés là-dedans. Il n'y avait que des capitalistes, pas un seul syndicaliste. Ils se sont appropriés, on leur a approprié la totalité de la propriété publique, des commerces et des industries. Et ils ont décidé tout seuls ce qui fermait, ce qui ouvrait, ce qui vendait, ce qui rachetait. Et 25 ans après, alors sans aucun compromis social, évidemment, ils ont passé tous les acquis sociaux à la moulinette. Et il y avait des acquis sociaux de l'Allemagne de l'Est. J'espère que vous ne pensez pas que c'était un bagne où les gens allaient au travail à coups de fouet. Bon, c'était une société, l'Allemagne de l'Est. On peut la discuter, la critiquer, mais c'est une société. Elle a été intégralement détruite. Et notamment, tout ce qui tenait à la conciliation de la vie professionnelle des femmes avec la maternité. Et pour ce qui est des compromis salariaux, terminé. 25 ans après la réunification, les travailleurs d'Allemagne de l'Est ne sont toujours pas payés comme ceux de l'Allemagne de l'Ouest. Et on ne peut pas dire que c'est à cause du retard productif, parce que précisément comme le capital a été renouvelé dans l'Allemagne de l'Est, c'est là que se trouvent les machines les plus performantes, puisque c'est les plus récentes. Bon. Mais le modèle d'annexion de l'Allemagne de l'Est, je sais que le mot choc quand je dis annexion, on dit, ben, non, tout ça c'est l'Allemagne de toutes les amis, calmez-vous. L'Allemagne, c'est un pays très récent. Ça date de 1870 et son unification s'est fait dans la guerre contre les Français. Bon. C'est pas évident que ça fasse un seul pays. D'ailleurs, eux-mêmes ne trouvent pas ça évident. La preuve, ils ont des Länder. Et si vous croyez que les Länder, c'était pour faire du Hollande avant l'heure, non, vous vous trompez. C'est tout simplement parce que ça correspondait à ce qu'était la façon avec laquelle s'est constituée la nation allemande.
qui est une addition de principautés, d'évêchés, de villes-États, etc., etc., et ça continue. Et quand aujourd'hui on dit aux gogos, oui, nous allons faire 13 régions pour faire comme les Länder, ça ne veut strictement rien dire. Les régions françaises actuelles, les 21, sont en surface plus étendue que les Länder allemands. Donc on fait du bruit avec sa bouche pour impressionner les gens. Ah, c'est l'Allemagne, ah, c'est sérieux, Deutsche Qualität. Ça, c'est sûr que s'ils le font, c'est que c'est bien, ça doit être sérieux. Alors, ce modèle d'annexion de l'Allemagne de l'Est a ensuite fourni la matrice pour tout le reste. C'est-à-dire qu'à mesure que les pays de l'Est changeaient de régime, une révolution s'est produite dans tous ces pays de l'Est. C'est une révolution quand vous changez. L'ordre de la propriété, massivement, la propriété collective devient de la propriété privée. Que vous changez l'ordre juridique et que vous changez l'ordre institutionnel, ça s'appelle une révolution. Sauf que là, ça s'apparentait à une contre-révolution. C'est une révolution. Imaginez-vous maintenant, je laisse de côté tous ces aspects-là. Je regarde qu'une chose. Vous aviez des pays qui étaient intégrés à l'intérieur d'une économie globale, qui était le Comecom, qui était le marché commun communiste, hein, avec la Russie. Donc tous les circuits commerciaux, l'organisation de je produis, puis j'amène des pièces à tel endroit, puis c'est vendu à tel autre, j'assemble, etc. Toute cette organisation commerciale, productive, de transport, c'est tout ça qui, dans le modèle de l'annexion, doit être détruit pour être inversé. C'est tous les circuits économiques de ces pays qui allaient vers la Russie et en échange avec les pays du Comecom, qui doivent être retournés pour être vers l'Allemagne. C'est ça que décrit Guillaume Duval dans son bouquin Made in Germany. Il montre comment tous ces pays sont mis à contribution pour préparer des pièces détachées qui sont ensuite assemblées en Allemagne. Alors elles sont produites à des tarifs horaires que je ne fais pas l'injure de vous décrire, et ensuite ça arrive en Allemagne, où en effet les usines d'assemblage sont de haut niveau, et se concentrent. C'est là où sont concentrés les syndicats qui obtiennent les meilleurs résultats salariaux pour les salariés, et c'est toujours ça qu'on vous met en avant. La prime dans l'automobile, la prime dans la machine-outil, faites bien tout le reste. Et tout le reste, ils ne font pas que des machines, outils et des bagnoles en Allemagne. Il y a plein d'autres choses, il y a des commerces, il y a plein de choses. Alors là, effondrement des salaires en moyenne. Donc vous voyez tout ça, une cohérence. C'est pas une affaire de drapeau, c'est une organisation. Et voici ce que j'ai à dire aux camarades. Vous ne pouvez pas dénoncer le productivisme, le capitalisme. On m'a dit 10 fois, est-ce qu'on ne doit pas plutôt dire que c'est le capitalisme? Oui, on peut dire que c'est le capitalisme, mais à ce degré de généralité, on n'a rien dit. On peut dire que c'est le capitalisme, c'est l'égoïsme, oui, là c'est l'humanité, quoi. Ça ne veut plus rien dire. L'ordre du monde, et l'ordre notamment du capitalisme, a toujours été un ordre hiérarchisé. Le capitalisme ne fonctionne pas sur un plan horizontal. À la fin, il faut un emprunteur final, il faut un débiteur final. Donc aujourd'hui domine la structure capitaliste mondiale les États-Unis d'Amérique, parce que leur monnaie sans contrepartie matérielle sert à tous les échanges du monde, jusqu'au jour où ça s'arrêtera et où tout s'effondrera, parce qu'il y a des milliards de feuilles de papier-monnaie qui ne correspondent à rien, à aucune production aux États-Unis d'Amérique. C'est ça la partie qui est en train de se jouer sous vos yeux, mes amis. Depuis l'été dernier, les BRICS ont constitué l'équivalent d'une banque mondiale et d'un FMI. Et ils se sont mis en commun pour garantir leurs réserves de change. L'ordre du monde est en train de basculer. Et la puissance qui est menacée, qui sont les États-Unis d'Amérique, deviennent de plus en plus agressifs, non pas parce qu'ils sont américains, mais parce qu'ils sont puissants, et que s'ils cessent d'être puissants, ils seront atrocement pauvres. Voilà ce qui est en train de se jouer. Et en Europe, évidemment que le capitalisme européen, sa structure, le capitalisme, c'est pas seulement une accumulation du capital. Le capital, dit Marx, c'est un rapport social. Ça veut dire non seulement l'accumulation, mais l'ensemble des relations qui permettent cette accumulation. Les relations juridiques, les relations culturelles, les relations politiques. Et ceux qui structurent la pyramide, c'est l'Allemagne. Et tous les autres sont d'accord. Donc, le bouquin fait la critique de la politique allemande, mais vous pouvez le prendre dans l'autre sens. La critique de tous ceux qui sont d'accord. Et que ça arrange, et qu'il lui faut faire le sale boulot, qui se dit, bah, on dit que c'est les Allemands, il ne faut pas faire autrement, c'est comme ça, ils sont sérieux, etc. Eux, ils ont une doctrine qui correspond à leur histoire nationale. C'est ce à quoi j'invite à réfléchir. La place de la nation par rapport à l'ordre géopolitique, et pour ce qui nous concerne, la place de la nation, telle que d'où la définition dans l'histoire révolutionnaire des Français, que je rappelle ici, c'est-à-dire nous ne sommes pas une nation ethnique, nous ne sommes pas définis par une ethnie, il n'y a pas d'ethnie française. Nous ne sommes même pas décrits par une langue. Il y a 29 pays qui parlent le français comme langue officielle. Alors par quoi? La religion non plus, il y en a 5 chez nous. Qu'est-ce que ça peut bien être? Qu'est-ce qui fait qu'on est français? Un document administratif, la carte d'identité. Et un contrat politique qui se partage avec l'humanité entière, liberté, égalité, fraternité. Ça se partage avec tout le monde.
Sur le bâtiment allemand, il y a écrit de Deutschen Volk, au peuple allemand, mais peuple Volk,